I start from the supposition that the world is topsy-turvy, that things are all wrong, that the wrong people are in jail and the wrong people are out of jail, that the wrong people are in power and the wrong people are out of power, that the wealth is distributed in this country and the world in such a way as not simply to require small reform, but to require a drastic reallocation of wealth. I start from the supposition that we don't have to say too much about this because all we have to do is think about the state of the world today and realize that things are all upside down. Now, if you don't think, if you just listen to TV and read scholarly things, you actually begin to think that things are not so bad, or that just little things are wrong. But you have to get a little detached and then come back and look at the world, and you are horrified. Salut tout le monde, c'est Greg, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Je suis pas content, un épisode comme vous pouvez le voir assez long, hein, un épisode voire même très long, puisqu'il va comporter plusieurs sketchs, une chanson, des parodies, des conneries et même un vieil extrait d'un sketch qu'on avait tourné il y a maintenant ça 3 ans et que j'ai décidé pour les vacances d'intégrer à cet épisode. Avant de vous laisser déguster cette vidéo, il me semble important d'effectuer quelques petites précisions. Cet épisode a été écrit au début du mois de juillet 2016, oui, il faut que j'arrête de me planter sur les dates, pardon, et devait couvrir la deuxième quinzaine du mois de juin et la première quinzaine à venir du mois de juillet. Sauf qu'entre le temps où cet épisode a été écrit, tourné et le moment où il est sorti, 3 événements majeurs se sont passés. 1. La France s'est fait poutrer par le Portugal en finale de l'Euro. 2. Des pauvres civils innocents se sont fait poutrer par un camion à Nice. Et 3. Un coup d'État avorté a eu lieu en Turquie. Alors, il fallait un peu intégrer ces événements à l'épisode, et je me suis posé la question de savoir s'il fallait les intégrer ou non. L'épisode à la base devant parler du Brexit et des interdictions de manifestation en France. Alors, il en parlera toujours, je vous rassure, mais il a fallu choisir si j'intégrais ces événements ou non. Concernant le 3e événement, le coup d'État en Turquie, j'ai pris la décision de ne pas en parler. Non pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais parce qu'il faut bien être clair, quelles que soient les sources d'informations dont nous disposons aujourd'hui, on ne sait absolument rien de ce qui se passe là-bas, et je préfère éviter de dire des conneries, on n'a pas toutes les infos. Concernant la finale de l'Euro perdue par la France, je vais être honnête, j'en avais pas grand chose à foutre. Non pas que je sois complètement anti-footeux, pas du tout, mais je me surprends pour la première fois de ma vie à ne pas suivre les matchs d'un mondial. J'ai dû en voir 3 et peut-être que j'ai un peu la tête à autre chose. Quoi qu'il arrive, tout ce que je devais dire à propos de cette finale perdue a été dit dans un épisode de vlog que vous pouvez toujours regarder, qui est assez court et qui pour moi résumait bien ce que j'en pensais. Concernant les attentats qu'il y a eu à Nice, bien évidemment j'ai décidé d'en reparler un petit peu. J'en ai parlé pendant 7h30 de live, qui ont donné lieu ensuite à un vlog assez controversé. Et il me semblait nécessaire justement, après la controverse qu'il y a eu, de terminer cette introduction en rappelant clairement que cette vidéo n'avait pas but de me moquer des victimes de cet attentat, pas plus qu'elle n'avait pour but de stigmatiser une communauté en particulier. Et au vu des événements tragiques qui se sont passés, je pense qu'il est plus que jamais nécessaire de rappeler une fois pour toutes que quelle que soit l'utilisation que certains extrémistes en font, le code de la route reste un ouvrage de paix, de tolérance et de fraternité. Pas d'amalgame. Oh, je suis pas content, il y a eu un attentat à Nice. Heureusement que Manuel Valls était là pour réagir. C'est un terroriste, sans doute lié à l'islamisme radical d'une manière ou d'une autre. Mais je comprends pas, parce que Cazeneuve, il a pas dit l'inverse en fait. Cet homme n'était pas fiché S, n'avait pas été repéré. Est-ce que ce soir vous êtes en mesure de nous dire qu'il est lié à l'islam radical? Non, d'ailleurs j'ai vu que Georges Brunier donnait des informations que moi je n'ai pas. Je ne sais pas si l'enquête d'ailleurs les confirmera. Nous avons un individu qui n'était pas du tout connu des services de renseignement pour des activités liées à l'islamisme radical. Il n'est pas fiché S. Qu'est-ce que c'est que ces histoires, Manu? T'auras pas confondu vitesse et précipitation des fois, histoire de te la ramener en avant et de faire le buzz là? Hein? C'est pas très Charlie ça. Ta gueule! Tu es moche! Il fait pas beau! En même temps, Bernard Cazeneuve non plus, il est pas exemplaire. Ah bah non, là il y a une enquête de Libération qui révèle que
bah, il aurait menti aux Français. Ouais, sur les dispositifs mis en place pour le 14 juillet, non, il n'y avait pas les dispositifs annoncés. Ouais, donc là, Bernard Cazeneuve a dû quand même répondre aux journalistes. Ah oui, il a répondu sérieusement, il lui a dit conspirationniste. J'en avais pas marre. Vous pouvez pas changer d'argument parce que là, ça devient chiant. Hein. Bon, alors si, il y a quand même eu un autre argument. Oui, c'est la radicalisation express. C'est la nouvelle mode. Oui, parce qu'à un moment, il a fallu expliquer comment est-ce qu'un mec qui était a priori pas du tout lié au fondamentalisme islamiste a pu se retrouver terroriste pour le djihad. Donc ils ont dit que c'était la radicalisation express. Comme ça. Oui, parce que selon tous les témoins, en fait, l'auteur des attentats, bah, il avait des problèmes d'alcool, il tapait sa femme, des problèmes de drogue, il baisait des nanas, des mecs, parfois d'ailleurs. Donc je veux bien qu'on dise ce qu'on veut. Hein. Je veux bien qu'on dise, oui, c'est pas du tout l'islam, les attentats ou quoi que ce soit. Mais pour être un terroriste musulman, faut quand même respecter 3-4 principes de l'islam. C'est-à-dire le mec qui était tous les week-ends dans les caves avec du bacon sur les mamelles, en train d'enculer des gars, tu vas pas me dire qu'il était musulman. Arrêtez de prendre les gens pour des cons à un moment. Mohamed Lawesh Boulel avait décidé de se laisser pousser la barbe. 8 jours seulement, avant de tuer 84 personnes à Nice. La signification de cette barbe était religieuse. Pourtant, Mohamed Lawesh Boulel n'était pas connu pour ses liens avec la religion. Non pratiquant, il mangeait du porc, buvait de l'alcool, consommait de la drogue et avait une vie intime débridée. Bisexuel, son principal amant était un homme de 73 ans. Il a été entendu par la police. Arrivé en France de Tunisie en 2005, Mohamed Lawesh Boulel est décrit comme silencieux, solitaire et violent. Mohamed Lawesh Boulel, qui, on le rappelle, était extrêmement violent, comme en a témoigné sa femme. Il battait régulièrement sa femme, même sa belle-mère. Et puis récemment, il avait été condamné à 6 mois de sursis pour avoir agressé un automobiliste à coups de palettes de bois. C'est quoi le concept de la radicalisation express en fait? C'est-à-dire ça t'arrive comme ça, t'avais rien prévu, t'es radicalisé. Allô, ouais Sergio, ouais c'est moi, ouais c'est Greg. Ouais, bah je vais te prendre comme d'hab, hein. Je vais te prendre 3 jambons là. Bacon, épaule... Ah bah non, tiens, si, change, vas-y, ça me saoule. Mets-moi une Adriaca, là, poulet champignon, ça change. Hein? Non, mais j'ai rien contre le cochon, pourquoi tu m'en... Quoi, t'appelles la police? Mais arrête tes conneries, Sergio. Plus tu t'appelles Rachid, en vrai, c'est complètement grotesque. Allô? Ah. Et donc une fois que le mec s'est radicalisé, il a fallu qu'il suive une formation. Express, elle aussi, probablement. Bon, bah, Didier, Mohamed, j'arrive pas à le faire. Je crois qu'on est bon, hein, on est parti. Donc voilà, alors ça, c'est ton fusil. Voilà, t'en fais bien gaffe. Hein, ça, voilà, arrête de jouer avec ce truc-là, ça me stresse à fond. Voilà. Les clés du berlingot, tu fais bien gaffe. Voilà, hein, tu vas le chercher chez Ran Tokar, 18h, sois pas à la bourre. Ok. Arrête avec ce truc, putain, je t'ai dit, c'est haram. C'est quoi? Oui, c'est vrai, tu parles pas la langue. C'est péché. C'est péché. Ah ouais, la vérité, c'est péché. Ouais. La vérité, c'est péché. Ok, d'accord, non, ça m'énerve. Ok, d'accord. Voilà, oui, voilà, le manuel de survie, parce que tu vas pas t'en sortir. Tu me prends ça, tu le potasses, hein, c'est... ça marche, ça suffira, ça suffira. Non, deuxième bouquin, très important, le Coran. Voilà, le Coran. Tu connais pas, C'est quoi? C'est un roman, de science-fiction. Hein, voilà, Thème Dune. Ouais. Voilà, c'est dans le désert, c'est à peu près la même histoire. Donc, de toute façon, tu as surligné les meilleurs passages, hein, c'est pas la peine de lire les autres, donc voilà. Surtout, tu les lis pas. Hein, voilà. Bah écoute, on se trouve des bons. Ah, bisous. Ah, puis merde. Enfin, Inch'Allah, hein, voilà, comme on dit chez vous. Et puis, t'oublies pas, hein, avant de tirer, tu cries bien fort. Amiral Akbar! Ils sont pas prêts, ils sont pas prêts du tout. Vous êtes très grands. Et du coup, pour en revenir à Manuel Valls, bah, il s'est justifié. Il a dit, si, j'avais raison, il est bien lié au fondamentalisme islamiste, Daesh a revendiqué l'attentat. Foutez-vous dans le crâne, Daesh revendique tout. C'est-à-dire, dès qu'il y a un truc à prendre, les mecs, ils revendiquent. Et du coup, la planète est en train de se barrer complètement en couille. Mais pas qu'en France, hein, en Angleterre aussi. Avec du coup, le 18 juillet, la première ministre, je sais pas comment on dit du coup, anglaise, elle a fait renouveler tout le stock d'armes nucléaires. Elle a lancé le projet Trident, ouais, pour plus d'armes nucléaires. Oui, parce qu'ils ont déjà la capacité de détruire 8 fois la planète. Mais non, faut mieux être 10 fois, c'est plus sûr, 12.
Hein, 15, voilà, comme ça on est tranquille. Oui, parce que le djihadisme, ça explose pas bien, c'est comme le T-1000 en fait, ça se reconstitue. Donc il faut bien bétonner à la base, hein, et au Moyen-Orient si possible. Allahu Akbar. Bon après c'est vrai que les Anglais en ce moment ils perdent un peu la tête hein, de toute façon. Ah bah oui ils sont complètement fous, depuis le Brexit, ils ont complètement pété un câble. Ouais le Brexit. Une explosion de joie au beau milieu de la nuit et un séisme en Europe. Le Royaume-Uni vote sa sortie de l'Union européenne. 51,9% pour, 48,1% contre. Les Britanniques viennent de tourner le dos à l'Europe. L'europhobe Nigel Farage jubile. Ah ça a foutu un bordel. Du coup les politiques ils étaient pas contents. Hein. Ah ils ont gueulé. Est-ce qu'en 1955, si vous aviez fait un référendum en France, est-ce que vous voulez vous réconcilier avec les Allemands? Vous aviez 70% des Français qui auraient dit non. On l'a fait contre l'état d'esprit et ceux qui ont fait cette réconciliation franco-allemande avaient raison contre les peuples. Bah oui, parce que le problème, c'est qu'il paraît qu'en démocratie, en fait, il y a des impératifs. Ouais, des trucs que t'as pas le droit de... Si, même si c'est la démocratie, c'est quand même impératif. Tu te tais. Je suis entièrement de votre avis, et ce débat aura au moins montré qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Monsieur Cameron a joué avec le feu, il a laissé entendre qu'après tout, ce serait pas si mal si on sortait, et puis après, il s'est rendu compte lui-même que ce serait une catastrophe pour la Grande-Bretagne, et la difficulté du vote en faveur de rester, c'est qu'il rester en Europe est défendu par des gens qui ont jouer avec l'idée qu'il pourrait sortir, alors qu'il se rend compte maintenant que sortir c'est catastrophique. Et il faut maintenant, je pense que les opinions publiques européennes entendent cela et se rendent compte que sortir c'est catastrophique. C'est vrai que ça crée un sentiment étrange en termes démocratiques, c'est l'idée que quelque chose est irréversible. Si c'est irréversible, c'est pas démocratique, puisqu'on ne peut pas le remettre en cause par la démocratie. Eh bien oui, il y a des choses en démocratie qui sont irréversibles, ça s'appelle le progrès. La forme démocratique du gouvernement est irréversible, l'abandon de la peine de mort est irréversible. Il y a un certain nombre de choses qui sont des avancées irréversibles de l'espèce humaine. Et après tout, chaque fois qu'on réélit des dirigeants qui ne remettent pas cet acquis en cause, nous relégitimons cet acquis démocratiquement. Nous le relégitimons, nous le considérons comme nécessaire et comme quelque chose dont on peut être fier. Et les Européens peuvent être fiers de ces irréversibilités, et la construction européenne fait partie de ces irréversibilités nécessaires. Oh la vache, oh, t'as pas peur mon Jaco, hein. Mettre sur le même plan la démocratie, l'abolition de la peine de mort et la construction européenne, fallait oser. Puis tout le discours, oui, on est en démocratie, mais par contre, non, pas surtout. Hein, on décide d'une partie, voilà, on fait comme ça. Après, faut pas s'étonner qu'il y ait des complotistes. Hein, limite, dans la vidéo, tu sais, il va te le dire à un moment qu'il y a des complots. Nous avons deux problèmes, pas de défense et une zone euro qui ne fonctionne pas. Je pense que l'un est la solution de l'autre, c'est-à-dire qu'on peut compléter la zone euro. Ok, j'abandonne. Non, c'est bon, c'est fini. Vacances, je me tire, rendez-vous en septembre. En même temps, il faut les comprendre, les politiques, ils font que rapporter le malaise du peuple. Ah bah oui, les gens, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont tristes depuis le Brexit. And I genuinely never thought it would be my country that did that. You're 22 and you're crying because Nando's might close. Why can I even move, Travis? Mon café Marquis Spencer, il va augmenter de 2 cents. Bah oui, connasse. Mais à un moment, c'est la démocratie, donc non, on va pas annuler les référendums non plus. Je reconnais volontiers être un peu à contre-courant. Hein. C'est la nouvelle mode, c'est à celui qui proposera le plus de référendums. C'est vrai de Nicolas Sarkozy, mais c'est vrai aussi de Bruno Le Maire, de François Fillon et même d'Alain Juppé. Bon, moi je suis, mais alors totalement opposé à la pratique référendaire. Oula, cash. Ah ouais d'accord, il a pas peur, on y va quoi, il se lâche là, Jean-François Choquet. Donc je vous le dis et je l'assume totalement. Et qu'on ne vienne pas me donner des cours de gaullisme, moi qui ai commencé mon engagement politique dans cette famille politique que j'aime et auquel j'adhère. On ne vienne pas me donner des leçons de gaullisme. Ah bah si en fait, parce que comment t'expliquer Jean-François référendum, gaullisme.
hop, base, 5e République, en fait. Tu peux pas séparer les deux, en fait. C'est comme si tu essayais d'imaginer... Wesh wesh les amis, bonjour, bienvenue à tous. Asseyez-vous, je vous en prie, bienvenue à ce 148e séminaire de l'Action française. Aujourd'hui, donc, un séminaire consacré au roi de France, où nous allons étudier cet excellent livre, Pourquoi Louis XVI était un fils de pute. Voilà, ça n'arrivera jamais. Il y a des impératifs idéologiques dans un mouvement politique. Seulement, il faut qu'on se dise les choses. Il y a un moment où il faut quand même tirer les leçons de ce qu'on est en train de vivre. Bon, les référendums, on les perd tout le temps. Ah oui, vous les perdez, oui, mais nous on les gagne par contre. Et dans la mesure où on est 65 millions et que vous êtes 300, c'est-à-dire qu'à un moment, on a quand même le droit de dire qu'on a gagné ou qu'on décide, non? Pourquoi on les perd tout le temps? Pourquoi est-ce que c'est un piège qui se referme sur ceux qui les initient? Eh bien tout simplement parce que pour les électeurs en démocratie, la légitimité du suffrage universel, c'est pas le référendum. Paris, qui s'était levé tôt pour aller voter. L'un de ses plus importants citoyens, le président René Coty, était venu à pied faire son devoir. Monsieur Jacques Soustel, ministre de l'Information, votait à Lyon. À Paris, Philippe Clay faisait mine de se poser encore des questions. Fernandel s'enfermait dans le secret à Marseille. Et Yves Montand votait par correspondance à Lyon. Tandis qu'à Louviers, M. Mendès-France faisait son choix. Enfin, à Colombey-les-Deux-Églises, après son épouse, le général de Gaulle était lui aussi redevenu simple citoyen. Oh, coupe-moi cette merde! Dégueulasse ton extrait! Non, pas parce que l'image est en 4 tiers, non, mais allez, de Gaulle, Mendès-France, là, Yves Montand, Fernandel... tous ces antidémocrates notoires qui vont voter un référendum. Alors moi, le fascisme, ça me dégoûte. Tiens, remets-nous le cosplay d'Al Capone plutôt, ce sera mieux. C'est l'élection du chef d'État. Le chef de l'État, il est élu sur un projet qui est argumenté, qui est chiffré, qui est une feuille de route. Ouais, alors là, ça se discute quand même. Parce que, projet argumenté, ouais, avec les pieds, hein, chiffré, faut réparer la calculette parce qu'elle est en panne, là. Et c'est ça qui détermine en réalité la ligne politique. Le référendum, c'est quoi? C'est demander aux citoyens de répondre à une question. Selon l'air du temps, ils y répondent ou ils n'y répondent pas. D'accord, donc en fait, ils sont cons, les gens. Non, mais très bien. Avec des vraies ou des fausses informations. Des fausses informations, hein? Qui émanent de qui? Qui nous ment H24? Non, t'as pas une idée? Vous savez, par exemple, en ce qui concerne le Brexit, qu'au lendemain de la victoire du Brexit, la plus grosse consultation sur Google en Grande-Bretagne, ça a été la consultation qui concernait qu'est-ce que l'Union européenne. D'accord, donc, je résume, le référendum n'est pas légitime à cause des Google Trends. C'est un concept. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a réalisé en Grande-Bretagne que tous les populistes, les populistes de UKIP, qui est l'équivalent du Front National chez nous. UKIP équivalent du FN? Attends, il disait quoi déjà UKIP sur le FN? The French National Front and us come from completely different political traditions and backgrounds. Our view is whatever Marine Le Pen is trying to do with the Front National, anti-Semitism is still embedded deeply in that party, and for that principled political reason, we're not going to work with them now or at any point in the future. Donc le référendum, c'est le piège. Et moi, je vous le dis, je m'y opposerai avec la plus grande force, et je pense que mes amis qui aujourd'hui, au sein de notre famille politique, proposent que leur projet pour la présidentielle se fasse avec des référendums, font une énorme erreur, et je bataillerai de toutes mes forces pour convaincre que la seule solution, c'est le gouvernement par ordonnance. Par quoi? Le petit mot de la fin, là, par ordonnance. Ouais, parce que la vidéo, elle coupe là, hein, juste après. C'est hop là. Ah ouais, le petit truc qui nous glisse, dis donc. Ah ouais, d'accord, gouvernement par ordonnance. Donc pour tous ceux qui voulaient voter pour Jean-François Choquet pour la primaire de l'UMP, je vous résume le principe. Au niveau article 1, démocratie. Donc référendum, t'oublies. On vote les lois par ordonnance. Et pendant l'été aussi, si possible. Voilà. Et donc mon idée, elle est très simple. Elle consiste à dire, si je gagne la primaire à la fin du mois de novembre, je proposerai à ce moment-là que les 15 grandes décisions qu'il faut prendre pour débloquer le pays, parce qu'il y en a 15, il n'y en a pas 110, il n'y en a pas 2 non plus, il y en a 15, les 35 heures, le code du travail, les problèmes de communautarisme religieux, etc. Sur ces 15 décisions, on fonctionne comme l'avait fait De Gaulle en 58 par ordonnance. On rédige des ordonnances avec les Français, et la force des ordonnances par rapport à une loi classique qui dure 18 mois et qui permet à tous les bêta-bloquants de faire des manifs, c'est que
si je suis président de la République au mois de mai, les députés font campagne sur ce texte, sur ces 15 textes. Le 2 juillet, c'est présenté à l'Assemblée. Et dans les 40 jours qui suivent, c'est-à-dire avant la fin des congés d'été, eh bien, les 15 ordonnances deviennent décisions applicables. Et ça change tout. Mais non. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, eh ben, on est plus dans l'idée d'inviter les Français à travailler et à participer à leur application que à savoir s'ils la veulent ou s'ils la Mais veulent ça pas. change quoi, monsieur Copé? Les ordonnances, ça vous prémunit contre le Parlement, ça vous prémunit pas contre la rue. Vous pensez que vous n'aurez pas les gens dans la rue? Juillet-août. C'est-à-dire que vous profitez des gens qui sont en vacances Vous avez pour faire déjà passer vu vos ordonnances, c'est vous ça? avez déjà vu des grèves générales le 15 juillet, vous? Ah ben c'est ça, donc vous profitez des vacances pour faire passer vos lois. Mais C'est bien ça, j'ai bien évidemment. compris. Mais vous avez bien compris. Après, il a un peu raison, Jean-François Choquet. C'est vrai que des fois, les gens, ils votent avec impulsivité et ils se rendent pas compte que leur vote, derrière, il y a des enjeux qui sont largement au-dessus de nos petites personnes. Et nous volons vers les horizons qui sont ceux de l'Europe et de la planète entière. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes, ils sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Donc, attends, juste pour résumer, on est bien d'accord que le président de l'amicale des reptiliens, là, ouais, c'est accessoirement le mec qui dirige l'Europe, pour lequel personne n'a voté, d'accord, et qui a plus de pouvoir que les chefs d'État. D'accord, super, ok, non, comme ça, c'est carré, on le sait. On est dans la merde. Ils savent même plus quelle raison inventer pour rendre un référendum illégitime. Non mais je veux dire, soyez bons joueurs, vous avez joué, vous avez perdu, c'est tout. En plus, vous avez les médias de votre côté. À BFM TV, ils l'ont avoué, ils ont dit « Ah, nous manipulons l'opinion. » Oui, bien sûr. Nous, médias comme vous, élus, on n'arrive pas à faire passer visiblement cette idée que l'Europe apporte quelque chose. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut changer? Il y a un vrai mea culpa à avoir. Mais pourquoi ça n'a pas marché aussi, hein? Après, vous vous étonnez qu'il y ait des complotistes. Donc du coup, Manuel Valls, là, il a du boulot. Ah oui, il faut reconstruire l'Europe et tout. Donc là, il était avec le Premier ministre suédois. Ouais, il a dit pour une Europe forte et solidaire. Solidaire entre qui? Parce que c'est entre vous. Ah mais c'est entre vous que vous êtes. En fait, d'accord, ok. En fait, on se comprend pas depuis le départ. C'est-à-dire que c'est une question de mots. C'est en fait ce qu'il faut que tu comprennes, Manuel Valls, c'est que les Français, par exemple, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en ce moment, ils ont besoin d'un État. D'urgence, et pas d'un état d'urgence. Ok, en fait on s'était pas capté depuis le départ, ils voulaient juste nous faire plaisir, ils savaient pas comment faire. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pendant que Manuel Valls il faisait le kéké en Suède, il y a Emmanuel Macron, lui il tente toujours de se refaire une image, Emmanuel Macron, ouais c'est son grand truc, il veut une image. Donc là il a décoré récemment Malika Le Moal. Ouais, c'était pour la fête de la musique, tout ça, parce que en ce moment, il décore tous les artistes et tout. Et elle a réagi comment, d'ailleurs, Malika Le Moal? Elle n'a pas réagi. Elle n'en a pas parlé. Elle se cache. Oh, merde, elle a honte. Oh, non, franchement, Macron, il faut que tu arrêtes d'essayer de décorer les gens. Les gens ne veulent pas de tes décorations. Là, à mon avis, là, à Noël, je suis pas sûr que ton sapin, il se laisse décorer par toi. À mon avis, tu vas te prendre un coup de branche. Donc voilà Macron en fait, c'est pas que les gens ne t'aiment pas, c'est qu'ils ne te respectent plus. Il faut qu'une négociation s'achève, elle s'achève sur un compromis. Ça s'est toujours passé comme... Mais non, mais madame, c'est démocratique. Non mais on se parle... Non mais le 49.3, oui, c'est prévu par la Constitution de la République et ça doit être le 85e qui a été fait par le gouvernement. Mais madame, je vous parle en respect, je ne suis pas dans la dérision quand vous me parlez des choses, je vous respecte. On se respecte, c'est ça la démocratie. Mais ça, c'est un problème. Bon, après, la bonne nouvelle, c'est que contrairement à la finale de l'Euro, la fête de la musique, ils l'ont pas ratée. Ah non, c'était beau à l'Élysée. Ah ouais, il y avait du joli monde. Sirius Plain, Rokia Traoré, Manu Katché... Attends. Ah d'accord. Je vois, Manu. Belle image. Belle image de Matignon. Tu nous mettrais pas quelques whites, quelques blancos? Heureusement, on a quand même des vrais antiracistes dans ce pays, comme Nadine Morano. Nadine Morano, elle va écrire un bouquin, elle a dit, avec son ami noir. J'ai des amis qui sont justement arabes et dont ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. Voilà, celle-là, pour prouver à tout le monde qu'elle n'est pas raciste, elle a dit. Ouais,
Comment t'expliquer, Nadim? Les gens qui ne sont pas racistes, ils n'ont pas des amis noirs. Ils ont des amis, tout court, en fait. Bon, après, la bonne nouvelle, c'est que malgré l'état d'urgence, la vie continue. On a quand même réussi à avoir une bonne fête de la musique, un bon euro. Et quoi? La manif de la CGT? Non, elle a été annulée, elle. Ah bah bien sûr, t'es fou, quoi. Risque d'attentat terroriste, enfin. C'est bien sûr. Ah, c'est marqué dans le Coran. Sourate 49, ouais, verset 3. Ouais, 49.3, c'est celle-là. C'est marqué. Tu ne tueras ni les femmes, ni les enfants, ni les gens qui écoutent de la musique, ni les joueurs de foot. Voilà. Par contre, tu tueras les délégués syndicaux, les syndicalistes, dès que tu les vois. De la CGT particulièrement, c'est marqué. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait interdit. Ils ont donné quoi comme justification, en fait? Le Premier ministre hausse le ton. Ce matin, devant l'établissement, Manuel Valls dénonce l'attitude ambiguë de la CGT à l'égard des casseurs. Un peu plus tôt sur France Inter, le chef du gouvernement met la pression sur le syndicat. Je demande à la CGT de ne plus organiser ce type de manifestation sur Paris. Et au cas par cas, car vous savez, on ne peut pas prononcer une interdiction générale, nous prendrons, nous, nos responsabilités. Dans la foulée, au Conseil des ministres, François Hollande va plus loin dans la menace. Les manifestations seront interdites si les biens et les personnes sont menacés. Bah, c'est bizarre, parce qu'il n'y a pas longtemps, François Hollande, il nous disait que... Le seul droit que nous avons dans une république, quand nous voulons changer, c'est le droit de manifester autant qu'il est nécessaire. Donc du coup, face aux pressions, ils ont quand même autorisé la manif. Mais ils l'ont restreint à un périmètre précis, un tout petit périmètre, en forme de bite. Avec une capote quand même, on notera, il y a le réservoir au bout. Ils te le disent, qui t'enculent. Alors du coup, les révolutionnaires, ils n'étaient pas contents. Ah oui, c'est Olivier Besancenot, il a gueulé. Hein. Ah, il a dit, ce n'était pas la manif que nous voulions faire. Attention, hein. La prochaine fois, on ramassera pas nos canettes vides. Tiens, pan. Révolution. Franchement, quand je vois ce genre de choses, je me dis tous ceux qui gueulent parce qu'ils mettent des drapeaux européens à la place des drapeaux français, non, il faut pas s'inquiéter de ça. Hein. Le vrai risque, c'est qu'un jour, ils vont nous remplacer l'emblème national. Ce sera plus le coq, ce sera le chapon. Pour en revenir à Bernard Cazeneuve, là aussi, il a déconné. Oui, il a déconné. Il s'est excusé Ah non, pas pour les attentats à 10. Non, d'avoir autorisé la manifestation de la CGT. Il a dit que c'était de sa faute. Il l'a dit, ouais. Je suis désolé d'avoir laissé l'expression démocratique se dérouler dans une manif dans laquelle il n'y a pas eu de débordement. Je suis désolé. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Plus jamais. Donc du coup, là non plus, je suppose qu'il n'a pas démissionné. Hein, voilà, normal. Après, c'est vrai, je peux comprendre qu'une démission de Bernard Cazeneuve, ce sera encore un chamboulement au sein des forces de police qui sont particulièrement débordées et qui ont autre chose à faire. Hein, je veux dire, en plus, ils sont efficaces en ce moment. À Paris, ouais, ils sont sur une enquête en ce moment. Un cadavre lesté repêché dans la Seine. Un corps a été retrouvé dans la Seine aujourd'hui par la brigade fluviale au niveau du Pont-Neuf à Paris. La police judiciaire a ouvert une enquête, ouais, j'espère bien. Le corps de la victime était lesté d'un sac de pierre aux pieds. Putain, ça pue le truc, c'est comme le béton. Les mains liées, ouais, d'accord. Et la tête dans un sac. Ouais, la victime était un homme âgé d'une quarantaine d'années. La thèse du suicide reste privilégiée. C'est marrant, la police de Bernard Cazeneuve, des fois on dirait vraiment un sketch des Inconnus. Hein. Ils sont le nouveau visage de la police française. Des hommes et des femmes à avoir fait le choix de la justice. Pour eux, pas d'uniforme. C'est en civil qu'ils opèrent. Entraînement d'élite, méthode d'experts, telles sont les armes de ces super flics à la française. À leur tête, un homme. Cet homme, c'est Brian Patulacci. Brian Patulacci, 32 ans, lieutenant de police, mais agent de la paix avant tout. Chez les Patulacci, la police c'est avant tout une tradition familiale. Un sacerdoce qui a su se transmettre de père en fils. Et l'homme sur la photo? Ah ça c'est papa, c'est Marcel, c'est un grand monsieur que des fois je le mets encore sur mon bureau parce que ça me rappelle comme s'il était encore avec nous et ça fait chose au cœur. Et aujourd'hui votre père? Et, il est malheureusement décédé d'une balle dans la tête en septembre 99. Une intervention qui a mal tourné? Non, il était à la chasse en fait, un accident de galinette, il était parti à la chasse à la galinette et
Didier a cru que c'était une galinette et c'est papa. Comment sont les rapports avec les autres policiers? Oui, je vois que vous faites allusion, parce qu'il y aurait eu les rumeurs comme quoi on ne s'entendrait pas bien avec les îlotiers. Moi je vais vous dire, hein, les îlotiers, c'est les îles françaises. Alors Martinique, Guadeloupe, Guyane, moi je m'en fous, hein, c'est la République. Donc pour moi, c'est les agents de la paix, avant tout. Avant tout. Le deuxième homme de l'équipe, c'est lui, l'inspecteur Jean-Michel Mazout. Véritable homme d'action, il a passé plus de 5 ans à la BRMV, la brigade de répression des minorités visibles. C'est lui qui supervise l'entraînement des troupes. Inspecteur Jean-Michel Mazout, 36 ans, 6e dan d'aïkido, 7e dan de feng shui, 8e dan de boxe française. Pour vous, l'entraînement physique, c'est important? A fortiori, c'est essentiel. Dans notre corps de métier, on peut tous les jours être exposé à des malfraudeurs qui vont tenter de nous spolier, de nous malmener. De nous circoncire. Entre autres, non, la préparation est essentielle. Si l'on n'est pas préparé, ce genre de situation peut rapidement aller à notre rencontre, oui. À la brigade, on ne compte pas les heures. Un travail harassant qui a parfois des répercussions physiques importantes. Votre voix a l'air abîmée. Le surmenage? C'est hier. Au terrain concert à Sistero avec Brian. J'ai trop craché. Et vous avez toujours exercé à Paris? Ah oui, Paris. La ville des Lumières. Ah non, moi je suis de Toulouse. Moi. Toulouse de la campagne. Toulouse, c'est ma ville. Le troisième homme de l'équipe, c'est elle, Imène Grandjean, une véritable profiler à la française. C'est un peu elle, le cerveau de l'équipe. Imène Grandjean, 30 ans. Je suis diplômée d'Harvard en droit international et j'ai travaillé pendant 5 ans aux États-Unis en tant que conseillère en psychocriminologie, analyse balistique et cryptobiologie. Et plus spécifiquement l'étude de l'acide acétylique. Un CV impressionnant. Et surtout, des compétences qu'elle met tous les jours au service de l'équipe. Là, si tu regardes la position du corps, tu t'aperçois que la main, elle part un petit peu sur le côté. Tu veux pas aller me chercher le café? Parce que le cassoulet, là, ce matin, j'ai trop bouffé. Hein. Ah ouais. Pas top. Là. Une femme dans un milieu d'hommes. Voilà qui aurait pu sonner comme un défi pour Imène. Mais c'était sans compter sur l'ouverture d'esprit de ses collègues. Vous savez, pour nous, Imène, c'est un homme comme les autres. Hein. 11 heures. Découverte d'un corps Paris 13e. Il n'y a pas une seconde à perdre. Bon, on décolle, on est à la bourre là. Donc, du coup, tu nous rejoins là-bas. Tu prends la voiture ou tu prends le camion? Le camion pour transporter le matos. Tu prends quoi? Le camion. Poète 15 heures. Nos hommes arrivent sur les lieux. Imène, en avance, a déjà eu le temps de tirer ses propres conclusions. Mais c'est un suicide. C'est un suicide. Ouvre les yeux. Regarde avec tes yeux là. Va, dégage. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ouais, non, mais là, c'était juste une petite altercative entre collègues. Mais, bon, elle dit que c'est un meurtre. Pour nous, c'est un suicide. Elle est jeune, il faut qu'elle apprenne. Hein. Elle a les diplômes, mais nous, on a le terrain. C'est pas le vieux singe qui fait les grimaces. Mais les meurtres déguisés, ça existe? Non, mais ça c'est les États-Unis, ça c'est commissaire au moulin, mais là voilà, ça fait aucun doute. La personne a laissé un mot d'adieu, l'arme du crime dans la main, donc a fortiori, on va quand même demander une analyse ABS, ADN. Les analyses ADN, une des nombreuses technologies de pointe dont dispose la brigade. Mais pour Patulacci, ça n'est pas assez. Mais là, je vais pousser le coup de gueule. Hein, je vais vraiment pousser le coup de gueule parce qu'ils disent on a la technologie, tout ça. Mais la vérité, c'est que les buts de G, on les a pas. Hein, les buts de G. On les a ou pas, ami? Non, on les a pas. On les a pas. Hein, le matériel informatique de l'établissement. Depuis quand il ne marche plus? Juin 2012. Juin 2012, monsieur. Depuis juin 2012, on a plus un Minitel du commissariat qui fonctionne. Ils ont tous se planté d'un coup. Alors, comment je fais, moi? Comment je fais le Twitter? Comment je tweete? Hein, ils ont envoyé les nouvelles machines, là, mais ça marche pas bien. 36, 15... Putain, il marche pas le truc. Ah putain, le mail là, il... T'as un problème? Hein, ben oui, ça marche pas le truc, elle fait... Mais c'est juste un bug, appuie sur F4. F4? F4. Ah, attends. F4. Vas-y.
Ça sert à rien, ça sert à rien, tu m'énerves. Va faire café. Il est tard et la tension commence à se faire sentir. Mais Jean-Michel, le trublion de l'équipe, est là pour détendre l'atmosphère. Et la pute, elle me dit, on s'emballe, tu t'en donnes quand même pas des langoustes. Nico oh, rigolo, ça te marrer la mouliche. Jolie la blague. Oh merde, Les sourires retrouvés, la journée s'achève. Mais avant de partir, il nous fallait poser une dernière question. Finalement, messieurs, quelle est la différence entre un bon et un mauvais policier? Ouais, c'est vrai. 15 fois qu'on l'a fait, ras-le-bol. On coupe. Et pour en revenir aux politiques, le pire, c'est qu'ils se rendent même pas compte que les Français les détestent. Ouais, c'est Michel Sapin. Il a dit à la radio, il a dit non, il n'y a aucune animosité envers François Hollande. Les gens l'aiment bien. Je me promène en France où quand le président de la République lui-même est en contact, je l'ai accompagné encore il n'y a pas longtemps. Il peut y avoir des gens, je sais pas quoi, sur le mariage pour tous qui viennent protester de manière très virulente. Bien, ils ont une opinion, respectons cette opinion. La majorité des Français a une opinion différente. Mais je ne vois pas de virulence, je ne vois pas de haine vis-à-vis ni de la personne, ni de l'équipe. Non, ça ne fait pas de photos. Ah bah comme vous voulez, c'est pas le problème. Non, on vous voit déjà assez à la télé. Ah, je sais pas qui vous êtes, madame. Mais alors, bravo, merci, vous donnez du sourire à des millions de gens. Après, pour défendre François Hollande, lui au moins il a le courage d'aller à la télé pour défendre son bilan merdique, contrairement à certains autres. Oui, comme le rapporteur PS de la loi travail. À lui, il est pour la démocratie, mais uniquement si on est d'accord avec lui. Sinon, il se casse, lui. Il répond même plus aux questions. Je crois que ce désaccord, je vous le dis sincèrement, il restera présent jusqu'au bout et que la loi sera adoptée dans ces conditions. Ce que je note quand même. Et la démocratie, qu'est-ce que vous en faites, la démocratie, M. Carrèche? La démocratie, elle est parfaitement Qu'est-ce que vous en faites? Alors que la majorité des Français sont opposés, que la majorité des organisations syndicales sont opposées. L'abrogation de la peine de mort, l'abrogation de la peine de mort, monsieur, elle était minoritaire. Ce que vous faites, c'est une honte pour les valeurs de la gauche. Il ne fallait pas abroger la peine de mort? Il fallait pas abroger la peine de mort. Ça, c'est un argument qui tient pas. Comment ça, c'est pas un argument? Vous pouvez très bien avoir un certain nombre de lois qui sont minoritaires dans l'opinion, mais je vous mets en garde contre ces arguments-là, parce que c'est des arguments purement populistes. Un populiste. Populiste. Le gouvernement, le président de la République, d'un député qui se dit socialiste, qui a oublié toutes les valeurs de la gauche. D'abord, j'ai pas de leçons à recevoir de vous. Je suis socialiste. Je suis de gauche. Je n'ai pas de leçons à recevoir. Vous aussi. J'aurais honte à votre place. Je propose de regarder de démolir tout ce que vous êtes en train de démolir. C'est une honte. Mais c'est vous qui démolissez la gauche. C'est vous qui démolissez la gauche. Vous aurez la droite, vous aurez le Front National. Voilà ce que vous aurez. Et vous verrez ce que ce sera. Et vous verrez ce que ce sera. C'est vous qui démolissez la gauche. C'est vous le fossoyeur de la gauche. Quelle honte ce que vous faites. C'est vous le fossoyeur de la gauche. Quelle honte ce que vous faites. Abandonnez toutes les valeurs de la gauche comme vous le faites depuis 2012. Moi je me tire. Non, Christophe Carrèche. Arrêtez. Non, mais Christophe Carrèche, revenez sur notre plateau. Sérieusement, Christophe Carrèche. Je sais pas, les gars, vous pourriez pas être honnête et dire désolé, nous ne maîtrisons pas totalement le sujet. Voilà pourquoi nous avons d'ailleurs des conseillers, des assistants et des secrétaires d'État qui sont là pour nous aider parce qu'on peut pas tout savoir. Je veux dire, il y a des politiques, quand ils savent pas ou quand ils sont pas calés sur un sujet, ils le disent. Et étant par tempérament quelqu'un qui ne s'exprime sur les choses que dès lors qu'il les maîtrise, je prendrai le temps de les maîtriser. C'est la raison pour laquelle je vous demande de ne pas me poser de questions ce matin trop précises sur le taux de TVA des cravates. Non, je vous le demanderai pas. Ok, j'arrête de commenter. Non, sans déconner, je commande plus là. Merci quand même, hein, Bernard, t'es dans tous les épisodes. Donc, on va lui envoyer un t-shirt à Bernard Cazeneuve pour le remercier, je pense quand même. Hein, vas-y, remets le jingle. Franchement, quand je vois cette situation, je me demande comment on va s'en sortir. En plus, c'est pas gagné parce que l'opposition, on la laisse même pas travailler en paix. Ouais, c'est Nicolas Sarkozy. Lui, il avait tout un programme pour 2017. Et là, il avait fini son équipe pour les législatives de 2017. Et il avait pris Patrick Balkany. Ouais. Et il y a eu une pétition en ligne signée par 100 000 personnes en 24 heures. Et finalement, il a cédé, Sarkozy. Il n'a pas pris Balkany. C'est vrai que c'est marrant quand même, parce que Balkany, mis 4 fois en examen, ils le prennent dans l'équipe. Benzema, une seule mise en examen, ils ne le prennent pas dans l'équipe. C'est bizarre de vivre dans un pays où l'exigence éthique est moins grande dans la politique que dans le football.
Bon, après, heureusement, il y a encore des initiatives citoyennes, comme à Rennes, où les citoyens ont bien compris que l'État, il avait du mal à s'occuper de nous, parce qu'il n'avait plus d'argent dans les caisses, et que donc, il fallait nous-mêmes directement participer à la vie de la cité. Hein, ils ont commencé à construire eux-mêmes des infrastructures. Ah ouais, c'était super joli. Hein. Ils avaient fait une belle terrasse en bois, de l'équipement pour un potager participatif, un stand de gratuité où tu trouvais des vêtements et des fruits et légumes pour les SDF, tout ça. Ils avaient aménagé des vieilles tables de jardin, et ils avaient mis des toilettes sèches aussi, pour remplacer les vieux chiottes pourris de la ville. Hein, puis vu qu'il y avait un fossé qui empêchait de rejoindre les espaces verts et qu'il n'y avait pas de pont depuis je sais pas combien de temps, ils ont construit 2 ponts en bois qui permettaient de passer le fossé pour rejoindre les espaces verts. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que non seulement tout ça, ça a été mis en place par les habitants du quartier de Saint-Martin, mais pas seulement. Il y a plein de gens qui sont venus de l'extérieur pour les aider bénévolement. Et ça, franchement, c'est une super initiative auquel le gouvernement a répondu. Distribuez les pains, hein, reculez. Ça va le finir. C'est mon Jésus, là, je vais distribuer les pains. Allez, cassez-vous. Reculez, là. Là, les déodorants, tu vas en prendre. Casse-toi. Casse-toi. Casse-toi, Teddy. Tu vas te calmer. Ils ont envoyé 12 agents municipaux et 10 policiers pour aller tout péter. Ils ont tout cassé. Franchement, vous n'avez pas mieux à faire, bande de tocards. Putain, mais franchement, il faut que les gens ouvrent les yeux, d'accord? On a un président de la République qui est en train de nous expliquer qu'il va intensifier ses frappes en Syrie et en Irak, alors que toutes les vidéos Daesh disent « Ah c'est pour ça qu'on vous fout sur la gueule, hein, mais continuez si vous avez envie. » On a juste 89 mosquées salafistes financées par le Qatar, dont personne n'a rien à foutre parce que c'est les copains de notre Premier ministre. On a Bernard Cazeneuve, qui lui est un incompétent notoire, qui peut pas passer une semaine sans concurrencer les guignols de l'info. On dirait que le mec vient du Groenland et c'est lui qui gère la sécurité intérieure. On est dans un état, putain, mais on a les lois les plus liberticides qu'on ait eu pour les MacMahon, hein, si tu veux. Et je rappelle quand même que la dernière fois qu'on a fait interdire une manifestation de la CGT, le mec qui l'a fait, il s'appelait Maurice Papon. Donc il y a un moment, si vous voulez qu'on arrête de vous comparer à des nazis, il faut aussi arrêter de se comporter comme des nazis. Putain, franchement, je commence à l'avoir, vraiment. Non, non, il revient. Non, pas lui, non. Tu sais que t'as pas le droit d'aller manifester, tu sais que t'as pas le droit d'avoir ton potager, tu sais que t'as plus le droit de te faire ton opinion, mais tu sais qu'ils ont le droit de nous prendre pour des cons. Des blagues sexistes. Tu sais que t'as pas le droit de dénoncer la corruption. Tu sais qu'ils ont le droit de nous prendre pour des cons. Shake your ass, baby, shake it up. They think you're an ass and they want you to shut up. Shake your ass, baby, shake it up. Shake the fuck up, shake the fuck up. Shake your ass, baby, shake it up. Shut up, shake your ass, baby, shake it up. Shake the fuck up, shake the fuck up. Tu sais que t'as pas le droit de dire que t'aimes bien Céline. Tu sais que t'as pas le droit de soutenir la Palestine. Pour un con. Tu sais que t'as pas le droit d'être contre le 49-3. Tu sais que t'as pas le droit de refuser 3 emplois. Tu sais que t'as pas le droit de dire n'allez plus voter. Tu sais qu'on a tous le droit d'aller se faire en cul. Shake your ass, baby, shake it up. Shut up, shake your ass,
Je suis pas content. Ouh. Épisode dans la boîte, on est bon les gars. Bravo tout le monde. Merci. C'est quoi? Attends, qu'est-ce que tu fous là? C'est un faux? Qu'est-ce que tu fous? Arrête tes conneries. Non. So we have to start from that supposition that things are really topsy-turvy. And our topic is topsy-turvy, civil disobedience. Now, as soon as you say the topic is civil disobedience, you're saying our problem is civil disobedience. That is not our problem. Our problem is civil obedience. Our problem is the numbers of people all over the world who have obeyed the dictates of the leaders of their government and have gone to war. And millions have been killed because of this obedience. We recognize this for Nazi Germany. We know that the problem there was obedience, that the people obeyed Hitler. People obeyed. That was wrong. They should have challenged, and they should have resisted. And if we were only there, we would have showed them. Even in Stalin's Russia, we can understand that. People are obedient. All these herd-like people. Remember those bad old days when people were exploited by feudalism? Everything was terrible in the Middle Ages. But now we have Western civilization, the rule of law. The rule of law has regularized and maximized the injustice that existed before the rule of law. That is what the rule of law has done. When in all the nations of the world, the rule of law is the darling of the leaders and the plague of the people, we ought to begin to recognize this. We have to transcend these national boundaries in our thinking. Nixon and Brezhnev have much more in common with one another than we have with Nixon. J. Edgar Hoover has far more in common with the head of the Soviet secret police than he has with us. It's the international dedication to law and order that binds the leaders of all countries in a comradely bond. That's why we're always so surprised when they get together. They smile, they shake hands, they smoke cigars. They really like one another, no matter what they say. What we are trying to do, I assume, is really to get back to the principles and aims and spirit of the Declaration of Independence. This spirit is resistance to illegitimate authority and to forces that deprive people of their life and liberty and right to pursue happiness. And therefore, under these conditions, it urges the right to alter or abolish their current form of government, and the stress had been on abolish. But to establish the principles of the Declaration of Independence, we're going to need to go outside the law, to stop obeying the laws that demand killing or that allocate wealth the way it's been done, or that put people in jail for petty technical offenses and keep other people out of jail for enormous crimes. My hope is that this kind of spirit will take place not just in this country, but in other countries, because they all need it. People in all countries need the spirit of disobedience to the state, which is not a metaphysical thing, but a thing of force and wealth. And we need a kind of declaration of interdependence among people in all countries of the world who are striving for the same thing. What?
papa.